Bonjour, nous sommes le jeudi 14 octobre 2021 avec une journée qui semble sèche comme celle d'hier. On a eu une météo qui était qui donnait pour évaluation météorologique un temps sec pour la journée d'hier avec une certaine forme de clarté, mais bon, quand la journée se termine, bien sûr, on ressent de plus en plus de froid et le froid, je veux dire, commence à faire de plus en plus son apparition en ce 14 octobre. Les nuits, bon, elles sont un petit peu froides, mais on commence à rentrer dans une météo qui semble de plus en plus aller vers les portes de l'hiver et on commence à ressentir une certaine forme de froid. Quoique la journée d'hier était très bonne pour une journée d'automne, avec de la clarté, un temps sec, pas de pluie, il faisait pas sombre. Ouais, parce que il y avait une certaine forme de clarté, donc on n'avait pas une certaine forme voilà, d'obscurcissement euh, de l'environnement. On avait tout qui était propice pour faire du sport ou de travailler en extérieur, tel que par exemple maçonner un petit mur, travailler un petit peu son jardin, travailler bon, de manière professionnelle sur chantier. Voilà, tout ça, toutes les activités extérieures étaient les bienvenus puisque la météo n'est pas encore, on va dire, assez rude pour s'affranchir de ne plus, euh, de ne plus faire d'activité extérieure. De toute façon, même quand il fait très froid, le tout c'est de bien s'habiller pour sortir. Ceci étant dit, je vais faire une vidéo qui va concerner ici le double produit vectoriel. Alors, le double produit vectoriel, ben, comme son nom l'indique, c'est deux produits vectoriels. Alors, je peux écrire A fois B fois C. Alors ceci n'est pas une notation qui est valable, hein. C'est une notation qui est ambiguë, donc il vaut mieux l'éviter. L'éviter. Pourquoi? Parce que si vous faites A fois B fois C, si je regroupe ces deux-ci, ben, c'est différent de euh, A fois B fois C. C'est différent. Donc c'est pour ça que celui-ci est à bannir, est à souscrire, puisque en fait c'est une ambiguïté parfaite, ça mène à rien. Donc vous ne pouvez pas utiliser cette notation-là, parce que vous ne savez pas si vous faites cette associativité ou celle-ci. Donc comme il n'y a pas d'associativité pour le double produit vectoriel, ouais, c'est anti-associatif, hein, l'associativité. Bon, si vous faites l'associativité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous avez des résultats différents. Donc, ça veut dire que vous devez traiter soit l'un, soit l'autre, mais en tout cas, cette écriture-là est exclusivement bannie voilà, pour le calcul de double produit vectoriel. Alors, double produit vectoriel, c'est parce qu'on a deux produits vectoriels, hein, double produit vectoriel. Alors, ça demande une petite analyse, hein, les produits vectoriels, ça demande une analyse parce que le résultat tout d'abord d'un produit vectoriel. Alors, je vais calculer ce produit vectoriel-là. Je vais faire voilà, la transcription analytique de, de, enfin, plutôt de l'autre. Après, je ferai dans une autre vidéo celui-ci. Je vais faire la transcription analytique de ce double produit vectoriel. Bon, celui-ci est à bannir, bien sûr, je vous l'ai dit. Et celui-ci, je le ferai dans une vidéo, une prochaine vidéo. Bon, chaque chose en son temps. Et vous verrez bien que c'est différent. De toute façon, c'est différent. Donc, il n'y a pas d'associativité pour le produit vectoriel. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le produit vectoriel n'est pas associatif et qu'il est composé de euh, de deux produits vectoriels et donc de trois vecteurs, hein. Quand vous faites un produit, par exemple, de trois nombres, 3 fois 2 fois 4, ben, vous avez euh, trois nombres et toujours deux produits. Vous avez toujours un nombre de produits égal au nombre de nombres moins 1. Ben, si vous avez 5 nombres, vous aurez 4 produits. Si vous avez 10 nombres, vous avez 9 produits. Et ici, ça en est de même. À différence qu'on n'a pas des nombres, mais des vecteurs, on a 3 vecteurs et 2 produits vectoriels. Alors, je vous rappelle que sur GeoGebra, le produit vectoriel, c'est une croix
Voilà, c'est un produit entouré voilà, d'un rond. Voilà, pourquoi? Parce que le produit scalaire sur GeoGebra, c'est le point. Donc le produit point a déjà été utilisé, c'est pour le produit scalaire. Sur GeoGebra, je vous parle. Voilà. Donc ils vous ont mis un produit en croix, mais entouré pour vous dire que ça concerne des vecteurs. Donc ne pas confondre, donc dans les logiciels, ils ont d'autres symboles. Hein. Voilà, parce que sur GeoGebra, le symbole là, c'est un symbole de logique. Hein. C'est le symbole quantificateur et. Parce qu'il y a le ou, il y a le et. Enfin, ou c'est un des deux. Enfin, je peux voir ici. Je vais chercher GeoGebra. Si je fais 0, ça c'est où? Normalement c'est où? 0 ou 1, ou plutôt true ou true. Ouais, c'est true. Donc ça veut dire que ça c'est le ou dans une table de vérité 1 et 1 ça donne 1 et ou dans une table de vérité ou 1 ça donne toujours 1. Donc ça je peux pas faire ça. Je vais regarder avec true parce que bon je ne sais pas confirmer avec les deux true, donc je prends un false. Voilà. Alors true, vrai ou faux. Là, ça c'est bien, ça c'est ou. C'est un ou. Parce que pour avoir true, il faut true et true. Vrai et vrai donne vrai. Mais ici, comme j'ai mis vrai et faux qui me donne vrai, bah, c'est un ou. Donc ça veut dire que le et c'est l'autre là. Le symbole, ça c'est le et l'autre c'est le ou. Donc je me suis trompé dans ce que j'ai raconté. Celui-ci c'est le ou logique, mais celui-ci c'est le et logique. Donc ce qui veut dire que sur GeoGebra, ceci est un et logique. Ça n'a rien à voir avec le symbole ici. Hein. C'est différent. Sur GeoGebra, dans le logiciel, ils ont leur propre symbolisme. Donc ne confondez pas tout et n'importe quoi. Bon, ceci étant dit, vous savez maintenant ce qu'utilise comme symbolisme pour le produit vectoriel GeoGebra. Donc vous verrez quand je mettrai le symbolisme propre à GeoGebra, vous saurez ce que c'est. Hein. Donc ne pas faire de confusion possible avec l'écriture qui est là. Ça c'est une écriture plutôt mathématique. Voilà, avalisé par les mathématiques. Hein, c'est le produit vectoriel. Donc ici on a un double produit vectoriel avec 3 vecteurs. Bon, la première des choses à faire, c'est de décomposer ça parce que ça va donner tous des vecteurs. On a A, alors on va avoir un résultat tout d'abord de B fois C qui est un vecteur P. Ensuite, quand on a le résultat P, ben, à ce moment-là, B fois C donnant P, ben, on va rechercher un vecteur W. Alors je vous rappelle que un produit vectoriel, c'est un vecteur. Hein. Voilà, donc si vous avez un produit vectoriel qui donne un vecteur, ben, un double produit vectoriel va donner aussi un vecteur. Alors maintenant, c'est de voir un produit vectoriel, bien sûr, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Alors si je prends par exemple orthogonal, si je prends les vecteurs BC, je veux construire les vecteurs BC sur GeoGebra, voilà, je prends un vecteur B et un vecteur C. Voilà, je peux l'incorporer dans un plan. Hein. 2, moins 1, 3. Voilà. C'est ce plan-là. J'ai incorporé les deux vecteurs dans un plan. J'en fais le produit vectoriel, B fois C, qui va me donner le vecteur P. Et le vecteur P, il est perpendiculaire au plan, à ce plan-là, il est perpendiculaire au plan. Donc P, 9, 3, moins 5, c'est l'angle. Alors j'ai fait passer une droite, bien sûr, par ce... parce que GeoGebra, c'est pas avoir un angle entre un vecteur et un plan, donc je suis obligé de faire passer une droite. Et là, je mesure l'angle entre le plan et la droite, on a bien 90 degrés. Là, je peux retirer la droite, c'est juste un artifice pour mesurer l'angle. Voilà, j'ai 90 degrés.
Donc, vous voyez que avec le produit vectoriel, c'est toujours le résultat d'un produit vectoriel, c'est toujours un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs BC. Puisque le P est formé à partir du produit vectoriel B fois C, donc le vecteur P. Bien sûr, en respectant la règle du tire-bouchon, vous avez B, hein, vous avez B, et vous avez C. Bien sûr, BC est dans un plan pi. Je vais le faire tourner, je vais faire tourner de B vers C, et j'ai un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par le vecteur, la rotation du vecteur B vers C. C'est la règle du tire-bouchon. Vous allez avoir un vecteur qui est P. P dirigé vers le haut du plan. Donc il est dirigé, il est perpendiculaire au plan, ça c'est sûr et certain, un plan pi. Alors je rappelle les propriétés des propriétés de géométrie dans l'espace. Hein. Bon, il ne faut pas omettre, parce que tout est déjà... Ici on est dans l'espace, hein, parce que vous venez de créer deux vecteurs qui sont coplanaires, B et C sont coplanaires, ils sont dans un même plan, qui est le plan pi, mais le plan P est perpendiculaire au plan pi, c'est-à-dire que quand on a une droite, et si je prends en termes de droite, oui, avant toute chose, je vous rappelle que 3 points non alignés forment un plan. Mais si par ces points je fais passer deux droites, ben, deux droites séquentes forment un plan. Je peux aussi dire que deux droites séquentes forment un plan. Donc 3 points non alignés forment un plan, mais deux droites séquentes forment un plan. Mais je peux aussi dire que deux vecteurs liés, si je mets deux vecteurs liés au point B, qui sont les directions des droites, je vais appeler ça U, V, ben, deux vecteurs forment un plan aussi. Deux vecteurs liés forment un plan. Donc ici, c'est ce que j'ai ici. J'ai deux vecteurs liés à un point, par exemple O. Voilà, j'ai deux vecteurs liés. Ben, le vecteur BC forme un plan. Voilà. Et que le vecteur P est perpendiculaire. Oui, et je vous rappelle que si je mettais une droite, c'est ça que j'allais vous dire, si je mettais une droite qui passe par P, eh bien, toute droite du plan pi est perpendiculaire à la droite ici D. Toute droite incluse dans le plan est perpendiculaire à la droite D. Pourquoi? Parce que D est perpendiculaire au plan pi. Ça veut dire que toute droite D' incluse, quel que soit D' inclus dans pli, ben, D sera perpendiculaire à D'. C'est une propriété de géométrie dans l'espace. Donc, quelle que soit la droite D' incluse en D, voilà, elle sera perpendiculaire à la droite D. Bon, ça c'est la première chose à savoir. Alors, autre chose à savoir, c'est que donc ce vecteur P, il est perpendiculaire au plan. Bon, ça je l'ai dit, c'est un petit rappel. Et que bien sûr, P est perpendiculaire au plan. D'ailleurs, je vous l'ai mis ici, hein, c'est 90 degrés. On a un angle de 90 degrés par rapport aux deux vecteurs. C'est normal parce que c'est par définition du produit vectoriel. Les deux vecteurs noirs forment le vecteur rouge. Le vecteur rouge est perpendiculaire aux deux vecteurs noirs, puisque les deux vecteurs noirs sont inclus dans un plan, et ce plan-là est perpendiculaire au vecteur rouge. Donc tout vecteur compris dans le plan bleu sera perpendiculaire au vecteur rouge. Bon, c'est simple comme bonjour, il n'y a rien à dire dessus, de plus. Simplement, ici, le problème, c'est qu'on fait deux fois le traitement. Maintenant, je refais encore une fois le traitement, je vais faire A fois P, et là, je vais obtenir W. Bon, et là, c'est fondamental pour le double produit vectoriel. Pourquoi? Parce que là, je vais faire A, j'ai un vecteur A, et je vais multiplier par le vecteur P. Donc je vais avoir non plus P, mais je vais avoir W. A fois P, ça fait W. Alors où est vecteur A? Alors je vais inclure le vecteur
AP dans un plan. Alors pour ça que il faut que je mette le point A, c'est 1, 2, moins 1. Donc je ferai apparaître 1, 2, moins 1, qui est le point D. Ensuite le vecteur vert qui est moins 7, moins 14, moins 15. Le point moins 7, moins 14, moins 15, E. Et l'origine, donc j'aurai le plan OED. OED. Voilà. Et ce plan-là comprend le vecteur en vert qui est le vecteur W. Non, c'est pas possible que ce soit W puisque c'était P. P, W. Non, c'est pas ça, c'est pas le bon plan. C'est pas parce qu'il doit contenir. Je me suis trompé au niveau du plan. C'est pas le plan OED. En tout cas, le vecteur, il doit contenir vecteur A. Donc c'est 1, 2, moins 1. Cherchez le point 1, 2, moins 1. Enfin, le point 1, 2, moins 1, il faut que je le trouve. Enfin, c'est D. C'est D. Alors maintenant, le vecteur P, c'est en composante 9, 3, moins 5. Si débute à l'origine, c'est la coordonnée 9, 3, moins 5. Et là, je peux mettre le plan O. Alors j'ai pris 1, 2, moins 1. C'est ODF. Plan ODF. Voilà. Et là, est-ce qu'il contient le vecteur W? Je suppose qu'il est le vecteur W, je vais le mettre tout de suite. Je ne l'ai pas mis. Le vecteur P, je m'excuse, le vecteur P. Où est ce vecteur P? Voilà, il contient bien le vecteur A. On va changer de couleur. Comme ça, j'ai deux plans, différentes couleurs. Alors, je vais chercher les angles. Les deux plans. Alors, E et J. Angle EJ. Voilà, ça fait 90. C'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal qu'on ait 90. Parce que le premier plan, on a un vecteur. On a un premier vecteur qui est à 90 degrés d'un plan. Et ce P, vous allez multiplier par de nouveau un vecteur A quelconque. Si vous faites A fois P, vous allez avoir un vecteur qui va être perpendiculaire. Donc si je vais de A vers P, la règle du tire-bouchon va donner un vecteur qui va aller par là. Alors j'ai inclus AP dans un plan, quelle que soit la direction de A, quelle que soit bien sûr A. Voilà. Eh bien, le plan qui est ici alpha est perpendiculaire au plan pi. Donc, ce qui veut dire que W, P est perpendiculaire à BC.
et que le résultat W qui est A fois P, W est perpendiculaire à un plan AP. AP. Et ça, c'est une relation très importante. C'est de la... ouais, voilà, c'est une relation très importante. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça qui va décrire le produit vectoriel. Vous allez voir tout de suite, dans un instant, au niveau analytique. Hein. Bah, tout d'abord, reconcentrons-nous là-dessus. Donc, je vais bien remontrer les choses. Hein. Donc, on a le vecteur A, vecteur B, vecteur C. Voilà, alors, où est le vecteur BC? Vecteur BC, il est dans le plan en bleu. Le plan en bleu, c'est le plan pi. Voilà. Le résultat, c'est un vecteur en rouge. B fois C, c'est celui-là. Voilà, qui est perpendiculaire au vecteur en bleu. Alors maintenant, je fais A fois P, où P c'est B fois C. Je fais un deuxième produit vectoriel, le voici. Voilà. Celui-ci, ben, vous voyez qu'il est dans le plan bleu. En, en résultat des courses, donc le point, le vecteur P sera dans le plan bleu, puisqu'en fait c'est une forme de perpendicularité. Bon, je peux refaire les choses hein, pour bien voir la chose. Regardez bien. Alors je vais faire une comparaison avec ceci. Bon, je vais essayer de dessiner correctement. Alors, on a au départ le vecteur BC. BC. Par définition du produit vectoriel et à l'aide de la règle du tire-bouchon, ça va me donner un vecteur P. Bien sûr, on a un plan formé par les vecteurs BC qui est pi. Alors, P est perpendiculaire à tout vecteur du plan BC, pi. Et comme on a BC là-dedans, ben, P est perpendiculaire à BC. Donc il est perpendiculaire à P aussi. Hein. Et puis je prends un vecteur quelconque, quelle que soit la direction, dans l'espace, quel que soit A, je l'ai bien dit ici, je fais A fois P, bien sûr, avec la règle du tire-bouchon, supposons qu'il soit, je vais de A vers P, supposons qu'il soit par là, normalement, B vers C. B vers C, normalement, il va rentrer. Il va rentrer, donc il va ressortir du plan pi par le haut. Il va ressortir du plan pi par le haut, parce que je tourne de B vers C. C'est comme si on mettait une vis, la vis va monter. Maintenant, de A vers P, si je fais A vers P, la vis, elle va rentrer. Si je tourne comme ceci, une vis rentre. Donc, ici, je vais avoir W. Je m'excuse.
Me revoici. Donc maintenant, si vous mettez un plan qui va contenir donc AP, je vais mettre un plan qui va contenir AP. Voilà, quelle que soit la direction hein, bon, du plan, je peux le mettre comme ceci. On va pas le mettre comme ceci. Combien même il serait comme ceci, de toute façon, le plan est toujours perpendiculaire à pi. C'est ça que je vais dire. Ce plan alpha, quelle que soit la direction de alpha, il sera toujours perpendiculaire au plan pi. Donc alpha perpendiculaire à pi. Toujours. Et c'est pour ça que si je vous ai montré qu'il était perpendiculaire, en regardant les angles, voilà, on voit bien qu'il est perpendiculaire. Hein. Et donc, si je devais remettre le vecteur ABC, voici les vecteurs ABC. ABC. Voilà, par contre, il me manque, voilà, on a les trois vecteurs qui sont là-bas. Je vais faire un zoom. Parce que c'est le produit vectoriel qui est grand. C'est ici, donc, voilà. Ça, c'est les vecteurs de base, de départ. A fois B fois C. Donc, rappelez-vous que je vais essayer de trouver bon, le produit vectoriel ici. A fois B fois C. Donc, au départ, j'ai trois vecteurs A, B, C. Donc, ils sont donnés, les trois vecteurs A, B, C. Ensuite, je fais d'abord B fois C. Donc, je vais travailler avec ce vecteur-ci et ce vecteur-là. B fois C. Donc, j'omets le troisième vecteur ici. Voilà. Je vais faire B fois C. B fois C, c'est P. Voilà. On a un grand vecteur. Bon, là, celui il est déjà plus ou moins moyen. Voilà. Et ce vecteur-là, qui est en rouge, voilà. Je vous rappelle que B et C sont dans le plan pi en bleu. Hein. Il est dans ce plan. Voilà. Il est dans le plan là. Voilà, qui clignote ici. Je peux changer de couleur à ce plan-là. Je peux le mettre en vert, par exemple. Voilà. Donc, BC sont dans le plan vert. Voilà, et donne comme produit vectoriel le vecteur P. Et le vecteur P est perpendiculaire au vecteur vert. Mais regardez, remarquez bien que le plan en rose, il est perpendiculaire au plan en vert. Et que le vecteur rouge est perpendiculaire au plan vert. Ce qui veut dire que le plan en rouge est dans le plan rose. Ça veut dire que le plan, en d'autres termes, le vecteur P, le vecteur P est dans alpha. C'est ce que ça veut dire. P dans alpha. C'est normal. Parce qu'en fait, P est perpendiculaire au plan pi et que alpha est perpendiculaire au plan pi. Donc, alpha est perpendiculaire à toute droite contenue dans alpha est perpendiculaire à pi. Toute droite inclue dans alpha sera perpendiculaire à pi. Or ici, il ne s'agit pas de droite, mais de vecteur. Bon, on peut dire qu'on a un support qui est une droite. Hein. Un vecteur peut être le support d'une droite. Par exemple, le point P, je peux dire que il passe par son support, ça peut être une droite. Voilà, le support de P est une droite. Je vous rappelle qu'un vecteur est formé d'un segment de droite. Hein. Le segment de droite est une portion de droite. Donc on peut dire que voilà, euh, le segment est une partie de droite. Donc je peux toujours créer une droite par un segment, donc par un vecteur, puisqu'un vecteur est un segment. Construit à partir de base d'un segment, bien sûr un segment orienté. Donc ici, on peut dire que c'est normal que le vecteur P soit dans le plan alpha, parce que alpha est perpendiculaire à pi, et que toute droite incluse dans alpha est perpendiculaire à pi. Donc voilà, donc on a P, voilà, PW. Alors après, je vais regarder PW. PW, bien sûr, ils seront perpendiculaires. Hein. PW seront perpendiculaires. Alors, maintenant que vous savez ça, c'est quelque chose de fameux pour le restant. Alors, le W, il est là. Alors, je vais regarder l'angle W, il est dans le plan, c'est A fois P. Donc, j'ai besoin du A fois P. Voilà, et là, on est dans le plan, on a le A
il est tout petit là. Le A, il est tout petit, il est en noir. C'est le vecteur en noir. Voilà, il est là. C'est le vecteur que je vais faire clignoter dans un instant. Voilà, ça c'est le vecteur A. Vecteur A. Le vecteur P, c'est celui-ci. Et si je fais le produit, ben, il est en vert. C'est le vecteur vert. Et ce vecteur vert, ben, vous comprendrez qu'il est dans le plan en vert. Et que le vecteur en rouge, qui est P, il est dans le plan en rose et qui est perpendiculaire au plan vert. Et le plan vert contient le vecteur en vert et que le vecteur rouge qui est P et le vecteur W sont perpendiculaires. Je vous l'avais dit. Pourquoi ils sont perpendiculaires? Parce qu'on a deux plans perpendiculaires et que chacun des vecteurs est contenu dans chacun des plans distincts. Donc fatalement, on peut dire que voilà, alpha perpendiculaire à pi, qu'est-ce qu'on peut dire que P perpendiculaire à pi, ça c'est par la définition aussi du produit vectoriel. Bon, qu'est-ce que ça comme importance capitale? Ça veut dire que, je vous rappelle, qu'est-ce qu'il y avait dans le plan pi? Qu'est-ce qui est perpendiculaire? Qu'est-ce qui est contenu dans le plan pi? Ben, il va de soi que c'est W de nouveau, il se retrouve dans le plan pi. Par ce jeu de perpendicularité, ben, W se retrouve dans le plan pi. C'est pour ça qu'il se retrouve. Voilà, on a P qui est perpendiculaire à pi, mais W perpendiculaire à P. Donc W retombe dans le plan pi. Ça veut dire que W est peut être composé de B et C. Voilà, ça veut dire qu'ils sont coplanaires, je m'excuse, coplanaires. W et BC sont coplanaires. Parce qu'ils sont, voilà, W est dans le plan de B est dans le plan de W est dans le plan pi, C dans le plan pi, W dans le plan pi. Donc B, C, W sont coplanaires. Ils sont dans un même plan qui est le plan pi. En d'autres termes, ça veut dire que je peux former W à partir de B et C. Puisque c'est coplanaire. Je peux avoir c'est coplanaire, donc je peux créer ce qu'on appelle une combinaison linéaire W est égal à... Donc je vais réécrire le produit vectoriel parce que c'est ça qui importe le plus. C'est A fois B fois C. Ben ce sera... C'est égal, bien sûr, là on a B fois C. C'est A fois P. Et ça c'est W. Alors je viens de vous dire maintenant, comme c'est coplanaire, W, B, C appartiennent à un même plan. Donc ils sont coplanaires. Donc je peux écrire W est égal à K1 fois B. Je peux créer une combinaison linéaire fois K2 fois C. Alors bon, donc je peux écrire, je peux former si vous voulez, si je vais rechercher uniquement BC, BC bien sûr W, voilà, ils sont dans un même plan, je chercher le W, je n'ai pas besoin du P, et j'ai besoin que du plan en vert, donc le plan, je vais bannir le plan en rouge, il ne m'intéresse pas, voilà, on se retrouve tout dans un même plan, bah, et il y a aussi un qui ne m'intéresse pas, c'est le vecteur P, je l'ai dit, voilà, et tout est dans un même plan, donc le vecteur vert peut être formé à partir des deux vecteurs B et C. Alors combien de fois B, combien de fois C, bon ça c'est tout est la question, hein. Je ne sais pas combien, c'est K1, K2, hein, voilà. Je peux former, voilà, je peux faire une proportion par rapport à B, une proportion par rapport à C, de les additionner pour avoir voilà, le vecteur, voilà, donc on a, j'ai le vecteur B, le vecteur C si vous voulez, et le vecteur W, mais c'est K fois, K1 fois le vecteur. Bon, je vais mettre plutôt celui-là B, parce que j'ai commencé par celui-là.
B, j'ai K1 fois B. Donc K1 fois B va donner le vecteur X là. Voilà, vecteur X là. Et le vecteur Y, bon, il sera plutôt comme ça. Voilà. Enfin, ils sont proportionnels, donc ils doivent être parallèles. Hein. Attention que, bon, je dois bien faire le dessin. Là, j'ai C. Donc, il doit être parallèle à C. On va faire comme ça, voilà. Et là, j'ai, ça c'est le vecteur W. Et là, maintenant, j'ai le vecteur C. Voilà. B. W. Là, le vecteur W, hein. Je l'ai mal fait. Enfin, bon. Je vais effacer le superflu. Voilà. Alors, le vecteur X, c'est K1 fois B. Donc, il est parallèle à B. Voilà, K1 fois B. Et le vecteur Y, il faudra faire une belle parallèle parce que c'est un jeu parallèle à... Voilà, donc, si je veux faire une belle parallèle, je fais ça. Je vais réaugmenter la taille de W. Hein. Je vais tricher un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il est mal dessiné le W. Supposons que le W soit le vecteur ici. Voilà. Là, on aurait vecteur W. Donc, je reporte le vecteur C qui est parallèle à C ici. C'est un vecteur équivalent. Voilà. Ça, c'est le vecteur C. Hein. Voilà, c'est le même que le vecteur ici. Mais cette fois-ci, je vais le démultiplier par un facteur K2 pour essayer d'arriver ici. Et là, on a bien K1 fois B plus K2 fois C donne W. Et toute l'importance capitale du produit vectoriel est ici. Ça veut dire qu'il faut trouver K1, K2, bien sûr fois B. Il faut trouver que valent K1, K2. Hein. Voilà, c'est juste ça. Alors, je vais reprendre cette écriture-là, parce que c'est de ça que va découler le produit vectoriel, le double produit vectoriel. Voilà. Donc, ici, on va se dire que W, on va mettre d'abord le vecteur, A. Sa composante généralisée, c'est x1i, x1i, y1j, plus z1k. Voilà, ça c'est la composante générale de A. Je vais mettre la composante générale de B, qui est égale à x2i plus y2j plus z2k. La composante généralisée de B. Composante généralisée de C, qui est égale à x3i plus x3j plus z3k. Et bien sûr, le vecteur W sera une composante généralisée x4i plus y4j plus z4k. Alors il faut chercher K1, K2, je vais le faire après, avec des déterminants bien sûr. Et bien sûr, on a une base orthonormée JK. On a une base, on a un ROD, dont la base est IJK.
Voilà. Et donc ça, c'est toutes les composantes dans le ROD. Hein. C'est les composantes vectorielles dans le ROD de la base IJK. Donc on a ce qu'on appelle une base droitière ou une base orthonormée directe. Et bien maintenant, le tout c'est de trouver les composantes x4, y4, z4 par rapport à B et C. Alors B et C, on aura x4, x4, on aura x4, y4, z4, ben, il va dépendre bien sûr de K1 que je vais rechercher bien sûr. Le tout c'est de chercher K1, K2, ben, c'est K1 prime, K1, c'est K1. K1, c'est ça, K1, K1, B. Alors B c'est fois B en X, c'est X2, plus K2, c'est X3. Alors, K1, Y2, plus K2, Y3, Z4, K1, Z2, plus K2, Z3. Voilà, il faut rechercher ceci. Là, il faut rechercher K1, K2, K3. Il faut rechercher K1, K2, K3. Une fois qu'on a K1, K2, K3, ben on a le produit vectoriel. Bien sûr, W. Le double produit vectoriel, je m'excuse. Ceci n'est rien d'autre que le double produit vectoriel. Hein. K1B fois K2C, c'est le double produit vectoriel. Alors pour ça, on va calculer B fois C. Je vais calculer d'abord, bien sûr, le P qui vaut B fois C. Le P est égal à B fois C. Alors, pour calculer un produit vectoriel, il y a la base IJK. Par rapport à la base IJK, voilà, c'est bien sûr B, c'est. Je viens de dire que B, c'est X2, Y2, Z2 en composante et B fois C, c'est X3, Y3, Z3. Donc on aura X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3. Bon, mais ça a déjà été fait. Bon, si vous voulez faire par le calcul des mineurs ou par déterminant, voilà, je peux le faire par les mineurs. Vous barrez comme ceci. Il y aura un moins pour la colonne numéro 2. C'est normal parce qu'on a en première ligne, deuxième colonne. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Moins 1 exposant 3, c'est négatif. Donc il y aura un négatif que je veux prendre l'opposé. Je vais calculer par les mineurs, je ne vais pas le faire par Sarus. Alors si je fais par les mineurs, ben, je vais barrer celui-ci et calculer le produit ici. Donc on a, si vous voulez, on n'a plus qu'un produit. J'aurai Y2, Z2, Y3, Z3, voilà, I, moins Y2 en J, c'est X2, bon, je vais barrer celui-ci, hein. Je fais par la technique des mineurs, donc c'est X2, X3, X2, je passe d'une 3-3 à une 2-2, Z2, Z3, J, plus, alors c'est un plus parce que là, vous savez très bien que c'est moins 1 exposant
première ligne, troisième colonne, ce qui fait un nombre pair. Voilà, donc ça va rester un plus. Donc on va voir x2, y2, x3, y3, k. En d'autres termes, vous savez très bien que c'est y2 y2 z3 moins z2 y3i. Bon, je vais réduire parce que j'ai plus de place ici, je ne sais plus écrire. On va réduire tout ça. Voilà, il n'y a plus. Donc le premier produit vectoriel va être fait. Hein. À l'instant, vous allez voir. C'est y2 z3 moins z2 y3 i. Alors ici, pour mettre un plus, je peux mettre un plus. Hein. Je prends l'opposé. C'est x2 z3 moins x2 z3 moins x3 z2, donc ce qui fait z2 x3. z2 x3 moins... Enfin, j'ai pas pris d'opposé, j'ai rien fait. J'ai fait juste le calcul. J'ai fait x2 fois z3, j'ai pris le moins. Et puis j'ai fait moins x3 fois z2 et j'ai repris le moins. Ce qui fait plus. Donc ce qui fait plus z2 x3 moins x2 z3. Fois j plus alors x2 y3 moins x3 y2 fois k. Et voilà, là on a le vecteur P. On vient de trouver le vecteur P. Donc tout ça, c'est le vecteur P. Et le vecteur P, tout ça, c'est le vecteur P. Voilà, on a fait le premier produit vectoriel, mais ça je vous apprends rien parce que je l'ai déjà fait précédemment. Maintenant, il faut refaire de nouveau un second produit vectoriel qui est A fois P. Je vais faire maintenant A fois P. Donc, je vais faire le produit vectoriel, toujours avec l'aide de déterminant. A fois P est égal à, toujours dans la base orthonormée directe, I, J, K. Bon, ici, il me faudra un peu plus de place, je vous le dis tout de suite. Donc, je vais écarter celui-ci. Je vais le mettre plus ou moins là. Écarter celui-ci, le mettre plus ou moins là. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien maintenant je vais mettre le vecteur A. Le vecteur A, il a pour composante x1, y1, z1, x1, y1, z1. Voilà. Et le vecteur P a pour composante, bon, le calcul ici, psi1, psi2, psi3.
Donc c'est psi 1, psi 2, psi 3. Et je vais calculer ceci, bien sûr. Alors, je vais calculer directement les composantes en I. La composante en I, je vais faire la composante en I. Bien sûr, A fois W, A fois P, ça donne W là. Là, on a W. Hein. Donc maintenant, c'est la réponse. Hein. Bon. Et là, c'est la matrice Y1, Z1, psi 2, psi 3. La composante en J, c'est la matrice moins, parce que c'est la technique des mineurs, moins, attends, donc c'est en I, donc en I, hein, je vais barrer ici, c'est Y1, psi 1, Z1, psi 3, ça c'est bon. En J, je dois mettre un moins, c'est X1, psi 1, Z1, psi 3. Composante en J. Et la composante en K, X1, psi 1, Y1, psi 2. Et voilà. Et bien maintenant, on va trouver notre fameuse constante qu'on recherche. Donc ici, je dois me retrouver avec x2, y2, z2. Et on aura notre fameuse constante. K1, K2. Voilà. Donc après, à partir de là, on aura bien sûr x4, y4, z4 en IJK. Hein. Ça, c'est les composantes en I, voilà, composantes en J, composantes en K. Je décortique parce que pour ne pas avoir de grandes écritures. Eh bien, on va calculer ceci. Donc, c'est en I. On aura y1 psi 3 moins z1 psi 2 en J. Ça, c'est la composante en I. Bon, je peux pas écrire égal. Hein. C'est pas une égalité. C'est tout simplement pour vous dire que c'est la composante en I. Voilà. Là aussi, c'est pour vous dire que c'est la composante en J. Il n'y a pas d'égalité là-dessus.
et la composante en K. Bon, la composante en I vaudra ceci. Je vais mettre 2 points. La composante en J et la composante en K. Y1 psi 3 moins Z1 psi 2, X1 psi 3 moins Z1 psi 2, psi 1, X1 psi 2 moins Y1 psi 1. Alors maintenant, je regarde si c'est plus ou moins valable. Hein. Bon, ce qu'on doit voir, c'est bon, Y1, Z1, c'est une rotation circulaire. X1, Z1 et X1, Y1. Voilà, j'ai bien une rotation circulaire. Là, est-ce que j'ai une rotation circulaire? Psi 3, psi 2, psi 3, psi 1, psi 2, psi 1, donc il y a 2 rotations circulaires. Ça m'a l'air d'être correct. Alors maintenant, on va développer ceci. Mais je vais le faire séparément, bien sûr, parce que ça va développer. Alors, je vais chercher psi 3, psi 2. Psi 3. Et psi 2. Voilà, je multiplie ici par Y1. Par Y1 ici et par Z1 là, et je vais faire la soustraction. Donc on aura bien sûr, ça doit être égal à x4i. Hein. C'est égal à W. Hein. C'est x4i. C'est un composant en i, elle vaut x4. Donc c'est W. Là, produit vectoriel, là on a A fois P. Bien sûr, suivant la composante en i. Et là, j'aurai W avec la composante en i. Alors, on a Y1, Y3, X2, moins X3, Y1, Y2, moins Z1, Z2, X3, moins X2, Z1, Z3 égale X4. Donc X2, Y1, Y3, moins X3, Y1, Y2, moins X3, Z1, Z2, plus
X2, Z1, Z1, Z3. Alors, je vais rajouter X1, X2, X3. Je vais soustraire X1, X2, X3, et tout ça c'est égal à X4. Ouais, attention qu'ici le X4 je dois l'enlever de là. Puisque je viens de dire qu'il est égal à X4 ici. Donc si je dis qu'il est égal à X4 ici, je dois enlever l'égalité du dessus. Donc je vais écrire donc on peut mettre quoi en évidence? Le X2. Alors n'oubliez pas que je dois essayer de trouver ça, hein. L'astuce c'est de trouver par rapport à X2 et l'autre X3. Donc je vais essayer de trouver X4 par rapport à X2, X3. Bon, l'astuce elle est là. Le K1 il va être le même partout ici, hein. Donc une fois que j'ai trouvé le K1 et le K2, c'est fini, hein. Le développement est terminé. Bon, X4. Alors si je mets X2 en évidence, j'aurai, là j'ai du X2, j'en ai là. Attention qu'ici j'ai fait une petite erreur. Parce que moins par moins, ça fait plus. Alors, je dois avoir autant de plus que de moins. Parce que je vais avoir une écriture plus ou moins symétrique. Donc là, j'ai 2 plus. Comme j'ai introduit un plus, j'en ai 3. Et là, je dois avoir 3 moins. Donc là c'est bon. C'est comme ça que vous devez savoir, bon, si vous êtes dans le bon ou dans le mauvais. 3 plus et 3 moins. Et à partir de là, je vais rassembler les 3 plus. Donc celui-ci, il n'est pas bon. Là, j'ai bien 3 plus. Là, il est plus. Là, il est plus. Et là, il est plus. On a bien 3 plus. Et le restant, c'est 3 moins. Et comme par hasard, ces 3 plus contiennent du X2. Donc si je mets X2 en évidence, j'aurai Y1, Y3, plus Z1, Z3. Et là, j'aurai du X1, X3. Voilà, et ça c'est le fameux K1. Le K1, il est là. C'est ça, c'est K1 fois X2. Maintenant, je vais trouver le K2.
plus K2, et le K1 il est valable pour les autres écritures IJK, ça va être la même chose. Vous pouvez faire le développement, mais il n'y a pas besoin, justement, il n'y a pas besoin de faire le développement, parce que justement, on sait bien que l'expression c'est K1 fois K1x2, puisque ce sera toujours voilà, l'écriture que vous avez là. Là, K1x2 plus K2x3 vaut x4. Y4 vaudra K1y2 plus K2y3. Voilà, une fois qu'on a déterminé K1, K2, c'est fini. Il n'y a plus besoin de faire pour Y4 et Z4. Hein, vous aurez à avoir le résultat directement. Hein. Alors, le K1, vous aurez compris que c'est le produit scalaire. Alors, x1, x3, x1, y1, z1, c'est A, je crois. Alors, je vais aller voir tout de suite. Le A et le 3, c'est le C. Donc, c'est A fois C. C'est le produit scalaire. A fois C, c'est bien un scalaire qui est K1. K1, c'est A fois C. A fois C. Voilà. X2, ça c'est le... B. Et le... Voilà. Et l'autre, ça sera le C. Donc on aura BC. B. X2, c'est B. Là, c'est... Et là, X3, c'est C. Voilà. Et je vais déterminer le K2. Le K2. Donc il y a un moins. Parce qu'on a les 3 moins. Et là, on aura... Je vais mettre X3 en évidence. Si je mets X3 en évidence, on aura Y1, Y2. Y1, Y2. Plus Z1, Z2. Plus X1, X2. Alors, le X, c'est... On aura K2 fois X3. Donc on aura X1, c'est le A. Et le Y, X1, X2, Y2, Z2, c'est le B. C'est le B. Et voilà. Et maintenant, je peux écrire les écritures. A fois B. Ça, c'est W. Donc, je peux écrire que ceci, voilà, les composants valent ceci. Bien sûr, provenant des vecteurs ABC qui sont les vecteurs ici. Et que ceci, le produit vectoriel, W ne sera rien d'autre que K1, je vous ai dit que c'était A fois C. X2, Y2, Z2, c'est fois B. Plus, enfin c'est un moins. A fois B. Fois X3. X3, Y3, Z3, c'est C. Et voilà le produit vectoriel. Donc le produit vectoriel W est égal à A fois B fois C est égal à A produit scalaire C fois B moins A produit scalaire B
fois C. Et voilà que vaut le produit vectoriel. A fois B fois C. Alors vous pouvez retenir ça de manière mnémotechnique. On multiplie, si vous voulez, le vecteur du milieu qui est B par le produit scalaire des deux autres. Donc vous prenez le B, vous prenez le B, ici, celui-là du milieu, prenez le B du milieu, vous le multipliez par le produit scalaire des deux autres. Voilà, ça c'est ça. Puis on retranche l'autre vecteur de la parenthèse, qui est C, voilà, C, multiplié par le produit scalaire des deux autres, qui est BA, enfin AB. Voilà. Donc en fait, vous faites B fois le produit scalaire des deux autres, et C fois le produit scalaire des deux autres, et vous avez le produit vectoriel. Alors maintenant, si je devais écrire bon, tout d'abord, on peut voir que par le jeu de perpendiculaires, que si je devais faire par un jeu de perpendiculaire, que voilà, A fois B fois C n'est pas égal à W est égal à A fois B fois C. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que c'est un jeu de perpendiculaires. D'abord, le premier, vous allez faire B fois C, vous allez avoir un vecteur P, et puis vous faites A fois P qui sera perpendiculaire à P. Le W sera perpendiculaire à P. Par contre, ici, on fait A fois B on fait A fois B, c'est le vecteur A fois B qui est perpendiculaire à W. Alors que l'autre, c'est B fois C qui est perpendiculaire à W. Hein, donc, ça va pas être la même chose. Par contre, si je vais faire ceci, ben, ça équivaudrait à dire qu'on prend le vecteur, ici, je vais prendre le vecteur de gauche, qui est B, et bien sûr faire A fois C. Donc, j'aurai A fois C fois B, moins, jusqu'à présent tout est identique, hein, A fois C fois B, A fois C fois B, c'est normal parce que c'est le vecteur du milieu. Le vecteur du milieu, du milieu, c'est toujours B ici. Donc c'est normal que si je prenne le vecteur du milieu, on a la même chose. Je prends le vecteur du milieu et puis je prends l'autre vecteur de la parenthèse. Mais l'autre vecteur de la parenthèse ici, c'est A, puisque j'ai déjà pris B. Donc là, on va multiplier par A. Et on aura bien sûr le produit scalaire des deux autres vecteurs qui est B fois C. Donc, jusque-là, tout est identique. Ce qui n'est pas identique, c'est dans la partie négative, enfin dans le moins, quand on retranche. D'un côté, on a produit scalaire de A fois B fois C, et d'un autre côté, on a le produit scalaire de B fois C fois A. C'est là que tout se joue. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que on fait le produit scalaire de A fois B puis fois C n'est pas égal au produit scalaire de B fois C puis fois A. Donc, c'est pour ça que on vous dit que de toute façon, on aurait pu le savoir, remarquer aussi par voilà, par un jeu de perpendiculaire, on sait voir aussi que c'est pas voilà, c'est pas la même chose.
Voilà, donc là, vous avez le développement des deux. A fois B fois C, c'est A fois C fois B moins A fois B fois C. Et produit scalaire, produit vectoriel de A fois B fois C, c'est produit scalaire de A fois C fois B moins B fois C fois A. En d'autres termes, je pourrais écrire plus proprement, parce que ici, c'est vrai que je vais l'écrire ici plus proprement, et je terminerai ici la vidéo. W est égal à A fois B fois C. Hein. Vous prenez le produit scalaire, vous prenez celui du milieu, et vous multipliez par A fois C, par les deux autres, le produit scalaire des deux autres. Et puis vous prenez l'autre vecteur dans la parenthèse qui est C, vous retranchez, vous prenez l'autre vecteur qui est C, et vous multipliez par le produit scalaire des deux autres qui reste, où il reste A fois B. Et bon, si vous aviez eu à faire l'autre, c'est pas la même chose. On a A fois B fois C. Je prends celui qui est au milieu, je multiplie par le produit scalaire des deux autres, c'est toujours la même chose. Moins, là je prends le produit, l'autre qui est dans la parenthèse, qui est cette fois-ci A et non plus C, et je fais une fois le produit scalaire des deux autres, c'est-à-dire c'est B et C. Alors c'est pas les mêmes vecteurs, hein, bien sûr. Il y en a un, ce sera, comme ils sont différents, je peux pas dire qu'ils sont les mêmes. Hein. Un, ce sera W et l'autre c'est un vecteur qui est différent. C'est pas, ce sera W et V. Je peux pas les décrire comme étant les mêmes vecteurs, hein, parce que justement ils sont différents. Je vous remercie.